Non, pression faible, température suffisamment élevée. Et vous avez entendu ce que ça veut dire, d'accord? Pression faible, moins de plusieurs dizaines de bars, et température élevée, quelques centaines de Kelvin. Au-delà de la loi des gaz parfaits telle qu'elle est là, est arrivée, mais elle est indissociable de la loi des gaz parfaits, d'accord? Indissociable de la loi des gaz parfaits, la loi dite de Dalton. Vous voyez que c'est à peu près la même période, d'accord? L'idée de Dalton, pour la résumer, elle est relativement simple. Si tous les gaz se comportent de la même manière, relation pression-température, relation pression-volume, relation température-nombre de particules, etc., ce genre de truc-là, ça veut dire que c'est déjà cette idée de gaz parfait. Si j'ai un mélange de gaz, il doit forcément se comporter comme si c'était un gaz unique comportant n'importe quel type de molécule de gaz. Il ne doit pas y avoir de différence entre un mélange gazeux et un gaz pur. D'accord? C'est ce qui ressort des études faites par les collègues précédemment de Dalton. Et c'est logique dans le cadre d'un gaz parfait. Puisque le gaz parfait, il est défini comme j'ai pas d'interaction, mon volume est négligeable, ça c'est applicable a priori à n'importe quel gaz s'il se comporte comme un gaz parfait. Donc que j'ai un mélange ou que j'ai un gaz composé d'un type de molécule ou de particules unique, il ne devrait pas y avoir de différence. Ça veut donc dire que puisque pour mon mélange unique, molécule indifférenciée, j'ai la loi des gaz parfaits, P égale nRT sur V, ou PV égale nRT, c'est la même chose, d'accord? Je dois pouvoir écrire pour mon mélange de gaz que la pression, c'est le nombre de molécules totales, les molécules de A, les molécules de B, les molécules de C, vous mettez autant, d'accord, de types de gaz que vous voulez à l'intérieur, RT sur V. C'est une conséquence directe et logique de la nature du gaz parfait. C'est obligé, d'accord? Si tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits, on doit nécessairement avoir cette relation entre les deux. Ce que fait Dalton, c'est qu'il décompose la partie de gauche en plein de petites lois des gaz parfaits. Ben oui, ça c'est des pures mathématiques. On va simplement distribuer. Donc on écrit un Na RT sur V, NB RT sur V, NC RT sur V, etc., 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 autant de fois que nécessaire, autant de fois qu'il y a de gaz différents dans notre mélange. Et Dalton dit, le premier terme, je l'appelle PA, le deuxième PB, et on va appeler ça la pression partielle en A, la pression partielle en B. Donc en gros, une pression partielle, c'est la relation des gaz parfaits, d'accord, mais appliquée uniquement aux molécules, atomes, d'un gaz en particulier dans le mélange. Voilà, c'est juste ça. Alors ça, on peut un tout petit peu le retravailler, c'est effectivement ce qui est fait. J'ai juste décalé, j'ai enlevé les dessins, j'ai rien bougé d'autre, d'accord. Et dire, première chose, et c'est ça qui est important, c'est à proprement parler la loi de Dalton. La pression totale, comme vous pouvez le voir, c'est la somme des pressions partielles. PA plus PB plus PC, etc., etc., etc. C'est important. On définit donc la pression partielle comme étant la loi des gaz parfaits appliquée au nombre de particules d'un des gaz en particulier pris dans le mélange, mais dans le volume global, à la même température que le mélange, d'accord ? Et ici, on a quelque chose d'important, parce qu'une fois qu'on a écrit ça, je voudrais bien que vous le voyez, on peut faire un petit truc mathématique qu'on fait très, très fréquemment, en sciences en particulier. On multiplie par 1. Oui, parce que multiplier mon NI RT sur V par N sur N, c'est bien multiplié par 1, donc j'ai le droit. Et pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que si je fais ça, là, j'ai fait apparaître P est égal à, nRT sur V. Et ça, c'est encore écrit en haut, d'accord ? À droite, c'est la pression totale. La pression totale du mélange.
Je peux donc écrire que mon PI, ma pression partielle, c'est le rapport du nombre de particules du gaz que je considère sur le nombre de particules totales du mélange fois la pression totale. Eh bien, ça porte un nom. On va en reparler dans à peu près une vingtaine de minutes, d'accord, de ça. Ça s'appelle la fraction molaire du gaz, ou du corps considéré. Là, on a un gaz, d'accord. Et ça se note en général X avec, ensuite vous mettez la petite lettre qui va bien, le nom du gaz correspondant. Donc la pression partielle, c'est la loi des gaz parfaits appliquée à un gaz en particulier, PI égale NIRT sur V, que l'on peut, par simple déclinaison, vous voyez que c'est facile à faire, résumer en c'est la fraction molaire du gaz multipliée par la pression totale. Et donc, la loi de Dalton, in fine, elle s'écrit comme ça. La pression totale, c'est la somme des pressions partielles, les pressions partielles étant, comme je viens de le dire, la fraction molaire du gaz par la pression totale. C'est bon? Donc ça, vous l'aviez probablement déjà vu, d'accord? Mais vous voyez que c'est bien juste une déclinaison parfaitement logique de la loi des gaz parfaits. Si le gaz est parfait, on ne peut pas écrire autre chose que ça et le définir ici, ainsi. Ça, évidemment, vous le connaissez. La loi des gaz parfaits, vous la connaissiez déjà, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais ça aussi, vous le retenez bien, c'est la partie quasiment la plus importante de ce cours-là. Je voudrais juste revenir à ce propos-là sur un point qui peut sembler curieux, c'est dans le nom. Pourquoi ça s'appelle une pression partielle? Et en quoi, pourquoi d'un seul coup, on a eu cette idée d'appliquer un nombre de molécules au volume total? Elles n'occupent pas le volume total, elles sont en mélange avec les autres. On fait l'expérience suivante de pensée. On prend un grand récipient coupé en deux par une paroi quelconque, d'accord? Les deux parois, les deux sous-récipients sont à la même pression, mais dans un, et à la même température, c'est important. Dans un, on a un certain nombre de molécules de gaz, N1, et donc un volume V1 correspondant. Dans l'autre, N2, V2. D'accord? Et maintenant, je retire la paroi et j'obtiens donc, évidemment, le mélange. Avec la somme des deux volumes, la somme des deux nombres de particules. Sous-entendu, il n'y a pas de réaction entre les deux gaz, hein. On a bien entendu, sinon ça n'a pas de sens. Évidemment, ça change les choses. Il n'y a pas de réaction, on a juste une addition des deux nombres. Si je veux calculer P1, donc la pression partielle en 1, dans mon système qui maintenant est global, d'accord? C'est le nombre de molécules de 1, c'est la définition, RT sur le volume global, donc V1 plus V2. C'est logique. Et N1RT, c'est PV1. Hein? Oui, regardez, c'est ce que j'avais écrit dans la diapo précédente. PV1, c'est N1RT, d'accord? C'est ce que j'avais dans le premier carré. Donc je l'ai juste récupéré, j'ai rien inventé, j'ai juste repris ce que j'avais écrit dans la diapo précédente, d'accord? Donc il n'y a pas de mystère là, c'est ce que j'avais écrit avant. Ça veut donc dire que pour l'autre côté, P2, donc la pression partielle en 2, c'est la même chose, ce sera PV2 sur la somme des deux volumes. D'accord? Ça veut donc dire que P1 plus P2, c'est les deux termes que vous avez là, on les rassemble et on simplifie. Ça fait bien P. D'accord? Donc, globalement, effectivement, on a bien ça. Si j'avais simplement retiré la paroi avec pas de gaz de l'autre côté, la pression que j'observerais dans l'ensemble du volume, ce serait bien la pression partielle. Les deux gaz sont complètement indépendants et indifférents à la présence de l'autre. D'accord? Indifférents à la présence de l'autre. Donc, cette pression partielle, c'est littéralement la pression qui serait présente dans le récipient s'il n'y avait que le gaz considéré et qu'on avait retiré les autres molécules de gaz du mélange, des autres gaz. D'accord? Comme s'il était tout seul. La pression partielle, c'est ça. La pression qu'occuperait ce gaz
unique dans le volume considéré, à la pression, à la température considérée, s'il était tout seul dans ce récipient et qu'on avait retiré les autres gaz du mélange. Ouais, une petite question. Ah bah si. Puisque maintenant on vient de parler de pression partielle, je vous demande quelle est la pression partielle du dioxygène dans l'air sec. On verra tout à l'heure pourquoi on parle d'air sec. Mais pour l'instant, voilà, vous avez 3 possibilités. Je vous rappelle, donc vous votez par Internet, par SMS, ça marchera très bien par SMS là aussi, d'accord, 1, 2 ou 3, vous envoyez simplement. Et ça se calcule de tête, il n'y a pas besoin de calculatrice. Alors, 1 bar, c'est 100 000 pascal. L'unité légale donc, du système international de pression, ce sont les pascals. Mais 100 000, c'est quelquefois un peu dur à manipuler. Donc, c'est vrai qu'on utilise très régulièrement, et vous le trouverez presque partout, effectivement, plutôt des bars que des pascals. Parce que c'est une unité qui est trop petite, d'accord, qui est un peu dure à manipuler. Mais 1 bar, c'est 100 000 pascal. Donc, c'est la pression de référence. 101 325, c'est la pression atmosphérique normalisée. D'accord ? Celle qu'on est supposé avoir au bord de la mer en moyenne à 15 degrés. Voilà. C'est sa définition, pression atmosphérique normalisée. C'est-à-dire qu'on l'a nulle part, jamais. Voilà. Toujours un peu au-dessus, un peu en dessous. On n'est jamais à cette pression-là, mais c'est celle qu'on utilise comme étant la pression atmosphérique quand on dit à pression atmosphérique. Voilà ce qu'on sous-entend. C'est clair pour tout le monde, il n'y a jamais d'ambiguïté. OK ? Et puis 0,2 atmosphère, puisqu'une atmosphère c'est 101 325, 0,2 atmosphère c'est 0,2 fois 101 325. Voilà ce que ça veut dire, d'accord ? Tout simplement. Quand on parle d'atmosphère, c'est une atmosphère normalisée, donc 101 325 pascal. Dans les calculs en général, la plupart du temps, dans les calculs réels, quand on parle de pression atmosphérique, surtout quand on n'avait pas de calculatrice, donc le problème est plus ou moins réglé là actuellement pour vous, mais on utilise 100 000, d'accord, 10 puissance 5, on ne prend pas 100 325, personne ne prend la peine de faire ça, sauf si on a besoin d'une très grande précision. Voilà. Comme par exemple, quand le but c'est de savoir à quelle altitude est l'avion pour pas qu'il se plante dans la montagne qui est en face. Voilà. C'est pratique. Alors, on en est à combien ? Un bon taux de répondants, là. Par contre, vous êtes un peu moins nombreux à répondre que hier. Je suis un peu déçu. Je ne vous le cache pas. Ils ont peur. Alors, allez, je vais arrêter le vote ici. Ça monte maintenant. Ah, si, voilà. Il suffit de le dire, et puis ça remonte. Allez, ça ralentit à nouveau. La réponse, c'est 0,2. La pression atmosphérique, c'est une atmosphère. La pression d'un gaz particulier dans un mélange de gaz et dans le genre mélange, l'atmosphère, c'est quelque chose de bien, vous allez voir, on va en reparler. Okay ? C'est la fraction molaire du gaz multipliée par la pression totale. Donc la pression totale, aucune ambiguïté, c'est une atmosphère, 101 325 pascal. C'est quoi la fraction molaire du dioxygène dans l'air ? Et vous savez tous ça, on vous l'a répété, on vous l'a redit. Dans l'air, il y a 20% d'oxygène, 80% d'azote et tout ça. Mais s'il y en a 20%, 20 sur 100, c'est 0,2. 0,2 fois une atmosphère, ça fait 0,2 atmosphères. D'accord ? C'est une application directe de ce qu'on vient de voir. Ah oui, mais moi je ne savais pas que je devais savoir. Oui, mais ça fait partie de la culture générale. D'accord ? Donc effectivement, il y a un petit piège là pour ceux qui ne se rappellent pas que... Mais bon, combien d'entre vous réellement ne savaient pas qu'il y a 20% de dioxygène dans l'air ?
Alors, c'est pas 20, hein, c'est 20, quelque chose, mais on s'en fiche, c'est pas bien grave ici. C'est un point de détail. D'accord? Donc, la pression partielle du dioxygène, alors peut-être un peu moins là, parce qu'on en a déjà consommé un certain nombre, hein, une certaine partie à être tous dans la même pièce, mais c'est quand même ventilé, c'est aux alentours donc de 1/5 de la pression totale. Il y a 1/5 de molécules, il y a 1/5 de la pression totale. Ça veut donc dire, hein, tout le monde l'aura compris, que la pression partielle en azote, c'est 0,8 atmosphères, à peu de choses près. D'accord? 0,79 en fait. C'est bon? On continue donc. Ça, c'est pour réfléchir. Pour réfléchir, comme je vous l'ai fait déjà hier, vous y réfléchissez. Vous n'avez pas encore tous les éléments, d'accord? Le reste des éléments vient ensuite dans le reste du cours, mais je présente la question avant, de manière à ce que vous identifiez sur le reste du cours les éléments qui seront pertinents pour pouvoir faire le problème. Je vous demande quelle est la pression partielle en dioxygène à isolat 2000, donc à 2000 mètres d'altitude, d'accord? Et à 2000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique, ce n'est pas la pression normalisée. En été, bah oui, à 2000 mètres d'altitude, pour qu'il fasse 24 degrés, c'est forcément en été, d'accord? Et avec un pourcentage d'humidité, on n'en a pas encore parlé, c'est ce qui vient un peu plus tard, un pourcentage d'humidité de 83%. 83% en été, d'accord? On est avant un orage, il fait chaud et humide. Voilà ce que ça veut dire. Et quelle est la pression partielle en dioxygène à ce moment-là, dans cet air-là? Ok? Vous y réfléchissez, vous essayez de voir comment vous pouvez prendre le problème, comment vous pouvez aboutir à la solution. Si vous trouvez la solution, il n'y a pas de problème, c'est que vous avez compris cette partie de cours. D'accord? Et qu'à la limite, vous la maîtrisez suffisamment pour ne pas avoir à y revenir. C'est bon? Parfait. Et je rajoute un point de détail. Parce que je suis vicieux. Parce que la question, elle ne suffisait pas comme ça. Puisque vous avez trouvé la pression partielle en dioxygène, quelle est la fraction molaire en eau dans cet air-là? D'accord? Je veux que vous rajoutiez cette question-là, c'est peut-être la plus importante de la diapo. Vous en déduisez quel est le pourcentage en concentration, donc un pourcentage d'eau qu'il y a dans l'air à ce moment-là. C'est bon? Alors on passe à la suite. Et c'est encore une question. Ouais, c'est chiant, hein? Toujours obligé de réfléchir. Mais ce n'est pas une vraie question parce que vous connaissez déjà la réponse. On vous a tartiné ça pendant des heures et des heures quand vous étiez au lycée, d'accord? Et qu'on vous a parlé des gaz. Le volume molaire, vous le connaissez tous par cœur. Donc je vous demande, quel est... Donc vous avez un chiffre à rentrer, hein, en litres, d'accord? 36,8, 12,4, 5, 102, d'accord? En litres, le volume occupé par une mole de gaz. D'accord? Donc vous rentrez un chiffre. On peut échanger avec son voisin sans hausser la voix. Oui, mais vous pouvez par contre, effectivement, exprimer votre opinion à vos voisins immédiats. Hein. Bon, pas à l'autre bout de la salle, non, ça effectivement. Et comme vous l'avez noté, hein, juste au-dessus, j'ai écrit, si vous avez un vrai doute par rapport à... Enfin, je connais bien une valeur, je sais comment on la calcule, mais là, je ne peux pas, ou je ne sais pas, ou je n'ai pas les moyens, ou n'importe quoi, vous renvoyez 0. D'accord? 0, ça ne veut pas dire je ne sais pas du tout, hein. Ça veut dire je ne peux pas. On est bien d'accord. Je ne sais pas, vous ne répondez pas, voilà, ou vous répondez au hasard. 0, c'est je ne peux pas. Hein? Répondre à votre question, Monsieur Cavalli. Parce qu'elle est mal posée, par exemple. Ça ne fait pas beaucoup de réponses, hein? On n'est qu'à la moitié, là. Pourtant, c'est évident.
Est-ce qu'il y a un piège? Ah oui, forcément, parce que sinon je ne poserais pas la question. D'accord? Hein? C'est sans intérêt. Est-ce que c'est le piège auquel vous pensez? Ça, j'en suis pas sûr, par contre. Quand on arrive à 2/3, on s'arrête. Et on passe à la suite. Là, on y est quasiment. Parce que là, ça avance quasiment plus. Hop, c'est pas la bonne souris, ça n'a pas marché. Sauf que c'est faux. Ça, c'est la réponse que j'attendais que vous renvoyiez. D'accord? Et il y en a beaucoup d'entre vous, hein. La quasiment moitié des 2/3 de gens qui ont participé, vous avez renvoyé ce chiffre-là. C'est le chiffre qui était attendu. Il fallait que je mette une bonne réponse dans le tas. D'accord? Mais de bonnes réponses, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ce n'est pas possible. Le volume molaire, c'est le volume dans le cadre de cette loi des gaz parfaits que l'on obtient quand on a une mole. Je veux dire, voilà, c'est relativement clair. Pour une fois, la dénomination, elle est claire. Donc le volume, c'est le volume occupé par une mole de gaz parfait. Sauf que dans la relation que vous avez là, vous voyez bien que ce volume dépend de deux paramètres indépendants que l'on peut fixer totalement indépendamment l'un de l'autre. Donc pour parler de volume molaire, on doit nécessairement préciser la pression et la température. Ah mais on la connaît la pression et la température, monsieur, c'est pas un problème. Ce sont les célèbres conditions normales de température et de pression. 0 degré, une atmosphère. Bon, là, il y en a une partie d'entre vous qui pensait que c'était 25 et pas 0, mais bon, ça c'est un point de détail, hein, c'est juste un mauvais souvenir. D'accord? Et effectivement, hein, si dans la relation des gaz parfaits, là, la loi que vous avez, vous mettez 273,15, d'accord, et 101 325, la pression normalisée, on trouve effectivement 22,4 litres. D'accord? Ou ça en mètres cubes, parce que le résultat, forcément, on le trouve en mètres cubes. D'accord? La relation des gaz parfaits, on l'utilise avec uniquement les unités du système international. Donc là, on trouve des mètres cubes. Mais ça fait bien 22,4 litres. Oui, sauf que ces conditions normales de température et de pression que l'on vous a présentées comme étant une référence de fait acceptée par tout le monde. Allez faire un petit tour sur Internet, Wikipédia en particulier, et demandez ce que sont que les conditions normales. Et on va vous renvoyer une palanquée de conditions normales. Alors, les conditions normales, si elles sont standardisées, si ce sont des conditions de référence, il n'y en a qu'un ensemble, pas une qui correspond à chacun quand il a envie de l'utiliser. Dans ce cas, ce n'est pas normalisé. D'accord? Une norme, c'est quelque chose que l'on respecte. Mais vous voyez qu'on a ici l'UPAC, juste pour préciser, c'est l'organisme qui standardise la chimie, d'accord? D'une manière générale. Eh bien, ils en ont déjà deux, d'accord? À deux températures différentes. D'où la confusion entre le 0 et le 25 dont je parlais tout à l'heure, d'accord? Où tout le monde n'est pas d'accord. Ben oui, effectivement, ils ont réussi à en pondre deux d'ensemble de conditions normales. Ensuite, vous avez l'ISO qui se trouve derrière, c'est l'ancienne, d'accord? Où on n'était pas à 1 bar, mais à 1 atmosphère. Ça fait déjà 3 pour UPAC, rien qu'à l'UPAC, ça en fait déjà 3. Hein. Les deux nouvelles, l'ancienne. L'ancienne étant probablement celle que l'on vous a citée quand vous étiez au lycée. On a ensuite l'OACI, c'est l'organisme international de l'avionique, les avions, d'accord? Donc tout ce qui concerne l'aéronautique. Ils ont la leur, à 15 degrés. 15 degrés, ben oui, vous vous rappelez, j'ai dit atmosphère normalisée à 15 degrés au bord de la mer. Ça vient de là, d'accord? C'est eux. Le PA, c'est un autre organisme, je ne me rappelle même plus ce que c'est, celui-là. C'est quoi, celui-là? C'est les Américains, j'avais oublié. Voilà, c'est les Américains qui ont la leur, parce que bon, il ne faut
pas exagérer. ISO, c'est encore le truc international. Et le PA, le PA, eux aussi, ils en ont 2. Allez hop, on fait le tas. Alors, on prend laquelle de conditions normales? Eh bien, aucune. Aucune, parce que s'il y en a plein, c'est qu'il n'y en a pas. D'accord? Dans les faits, les conditions normales, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des conditions de référence ou des conditions standards quand on accepte l'anglicisme. Parce que standard, ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. D'accord? Donc, les conditions de référence, celles-là, elles sont très, très, très bien définies. Et tout le monde les accepte. C'est la pression qui est égale à 1 bar. Et pas de température. Il n'y a pas de température de référence. Il n'y en a pas. Jamais. Elle n'a pas été définie, la température de référence. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on donne une valeur comme étant une valeur dite de référence, standard, on doit l'accompagner de la température à laquelle elle a été mesurée ou calculée, puisqu'il n'y a pas de température de référence. On précise toujours la température. Est-ce que c'est clair cette fois-ci? Donc, de volume normal, de référence ou standard, on ne peut pas en avoir puisque la température n'est pas définie. C'est un concept qui n'existe pas. D'accord? Alors maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas calculer le volume molaire, mais vous pouvez calculer le volume molaire à une pression et à une température qui devront impérativement être précisées. C'est bon? Ouais? Allez, on y va. Un petit passage sur quelque chose qui est relativement important, que vous avez sans doute déjà vu aussi, mais ce n'est pas grave, au moins comme ça on sera d'accord jusqu'à l'intérieur, c'est la densité. La densité, on est toujours dans les gaz ici, d'accord? La densité d'un gaz. La densité, il n'y a qu'une définition de la densité. C'est la masse molaire du corps considéré sur la masse molaire du corps de référence. Dans le cas des gaz, le corps de référence, c'est l'air. Les deux gaz, celui qu'on est en train d'étudier et l'air, devront impérativement être pris à la même température et à la même pression. D'accord? Donc c'est le rapport des deux masses volumiques à la même température et à la même pression. Donc les deux masses volumiques à la même température et à la même pression. Puisque ces masses volumiques, pour le gaz et pour l'air, c'est la masse de gaz sur le volume, qu'une masse, c'est un nombre de moles multiplié par une masse molaire, d'accord? On peut écrire, parce que l'on connaît la loi des gaz parfaits, que le nombre de moles est relié à la pression, à la température. Et vous voyez que dans la relation que j'ai ici, j'ai N sur V. N sur V, par simple application de la loi des gaz parfaits, je sais que c'est P sur RT. Donc dans ma relation ici, je peux écrire que la masse volumique d'un gaz quelconque est liée à sa masse molaire, sa pression et sa température. Ça, je l'ai écrit pour le gaz, donc pour la masse volumique du gaz qui est au-dessus dans la densité, mais évidemment, je peux faire exactement la même chose avec l'air qui se trouve en dessous. D'accord? Il n'y a pas de raison. Je peux donc écrire que la densité, c'est la masse molaire du gaz considéré PRT sur la masse molaire de l'air PRT. P sur RT. D'accord? Vous voyez que les deux termes en P sur RT s'éliminent. Et donc que la densité d'un gaz, c'est simplement le rapport de sa masse molaire sur la masse molaire de l'air. Mais l'air, c'est un mélange. Il y a du dioxygène, de l'azote. Comment on peut calculer la masse molaire d'un mélange? Oh, c'est pas compliqué. Quand on calcule la masse molaire d'un mélange, on prend simplement le ratio du corps considéré
fois sa masse molaire, plus le ratio du deuxième fois sa masse molaire, d'accord? Donc 1/5 de la masse molaire du dioxygène, plus 4/5 de la masse molaire de l'azote, plus éventuellement, si on veut considérer les autres gaz, mais quand on a déjà les deux premiers, c'est suffisant, d'accord? Et quand on fait 1/5 de la masse molaire du dioxygène, plus 4/5 de la masse molaire de l'azote, on obtient 29. Donc la masse molaire de l'air, qui est la moyenne, donc, pondérée des masses molaires du dioxygène et de l'azote, ça fait 29. Cette relation, vous l'avez peut-être vue quand vous étiez au lycée, sous une forme à peine différente, qui était la masse molaire d'un gaz, c'est 29 fois sa densité. Voilà, c'est ce que vous avez là, tout simplement. D'accord ? Alors attention, ce qui est important ici, c'est de bien se rappeler que ce n'est vrai que si le gaz de référence et le gaz considéré sont bien à la même pression, à la même température, sinon tout part en vrille dans le calcul que vous avez là. Ça va? Pas dur? Puis ça va, comme introduction avec des équations, c'est relativement cool encore jusqu'à présent. Hein. Ah oui, il y a jusqu'à présent dans la phrase. Ouais. On a jusque-là parlé uniquement des gaz parfaits. D'accord? Et ça fonctionne tout bien. Oui, mais il y a quand même des gaz réels. Oui. Alors c'est quoi un gaz réel? Un gaz réel, c'est tout simplement un gaz qui ne respecte pas la loi des gaz parfaits. C'est sa définition. Et donc, qui ne va pas présenter les caractéristiques d'un gaz parfait. Le volume des atomes et molécules n'est pas négligeable, et les interactions entre les particules ne sont pas négligeables non plus. D'accord ? Ce qui va se produire si ces interactions sont fortes, si la pression est trop élevée ou si la température est trop basse. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on va utiliser une équation. Il y en a plein, d'accord ? J'ai ici choisi simplement la plus ancienne, mais il y en a plein qui sont de plus en plus raffinées, d'accord ? C'est-à-dire qui marchent de mieux en mieux quand on élève la température ou quand on élève la pression et quand on baisse la température, mais globalement qui ont toutes à peu près la même structure. On conserve la structure de la loi des gaz parfaits et on corrige des bouts qui ne vont pas à l'intérieur. Vous voyez ici, par exemple, le terme de pression P, il est corrigé pour tenir compte du fait que, oui, d'accord, on a des molécules qui sont les unes à côté des autres, c'est le terme de pression, ça veut dire qu'elles sont serrées les unes contre les autres, et elles interagissent. Donc on met un terme de correction, dit terme de cohésion, qui va corriger cette pression pour tenir compte du fait que, mine de rien, à partir d'une certaine pression, ça commence à ne plus devenir négligeable le fait qu'il y a des interactions. D'accord ? C'est le terme A, qui intervient essentiellement à basse température, quand le volume est plus réduit. D'accord ? Et puis, un deuxième terme ici, qu'on appelle le covolume, c'est le fait que si le volume est petit, d'accord, le fait que nos molécules aient réellement un certain volume va commencer à prendre de l'importance. Donc le volume réellement disponible pour notre gaz, il est un peu plus petit que ce qui devrait être. Ce n'est pas vraiment V, ce n'est pas dans le volume V total que le gaz peut s'étendre. C'est dans le volume V moins l'espace qui est occupé par toutes les molécules. D'accord ? C'est le terme NB qui se trouve derrière. Donc le volume, en fait, est un peu plus petit que celui prévu. D'accord ? Donc celle-là, c'est l'équation qui a été établie par Van der Waals en 1973. Vous voyez que c'est dans la foulée du reste du travail sur les gaz parfaits. Elle fonctionne pas mal tant qu'on ne va pas trop loin, d'accord, dans les pressions et pas trop bas dans les températures. Elle fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous en avez besoin ? Non. Vous n'en aurez pas besoin. Pourquoi vous n'en aurez pas besoin ? Parce qu'a priori, dans le cadre en tout cas des systèmes vivants, d'accord, qui sont ceux, mine de rien, qui vous êtes le plus familier, on est toujours à des températures qui sont relativement élevées et à des pressions qui sont relativement basses. Donc, effectivement, là, je vous la présente, pas pour que vous sachiez l'utiliser, d'accord ? Sachiez l'utiliser, vous voyez, c'est pas compliqué. Quand on connaît A et B, voilà, le problème est réglé. Et A et B est déterminé expérimentalement, d'accord ? On fait des études, on vous les donne et vous les utilisez. Donc elles s'utilisent exactement de la même manière, d'accord, que
l'équation des gaz parfaits. Pareil, il suffit de connaître 2 paramètres supplémentaires pour pouvoir l'utiliser. Donc elle s'utilise pareil, mais vous n'en aurez pas besoin. Sauf, éventuellement, si vous continuez vos études, pourquoi pas, donc, en sciences, en chimie, en ingénierie, d'accord, ou éventuellement, si vous allez dans l'industrie pharmaceutique et que vous commencez à travailler à des pressions qui sont effectivement très grandes pour certaines synthèses. Mais là, on ne parle pas de l'avenir immédiat, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus lointain. Donc a priori, oui, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas que des gaz parfaits, et que quand on a un gaz qui n'est pas parfait, eh bien on apporte tout simplement des corrections au modèle que l'on avait pour tenir compte de ces imperfections. Et c'est une manière de tenir compte des imperfections, on change un petit peu la formule. Et plus on a besoin de précision, plus on change la formule. Ce qui explique pourquoi, mais vous pourrez regarder ça dans les bouquins, celui que je vous ai conseillé, éventuellement sur Internet, pourquoi pas l'article de Wikipédia d'ailleurs sur le sujet n'est pas trop mal fait, qu'il y a des tas de modèles qui sont tous avec des équations de plus en plus compliquées, avec de plus en plus de paramètres pour tenir compte de toutes justement ces interactions. C'est bon? Voilà. B. Il n'y a plus rien sur les gaz? Qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte de plus? Voilà, c'est bon, on a décrit leur comportement, c'est déjà pas mal. Non, 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 on va reparler des gaz, mais on va reparler des interactions des gaz avec les liquides.